comme dans tous les sports, on aime l'extrême, on aime ce qui va au-delà du possible. Et le bodybuilding, le problème, c'est que le dopage, il est visible. Il est noté sur nous, donc il sera beaucoup plus critiqué dans le bodybuilding que dans n'importe quel autre sport. Mais je prends un sport au hasard, la Formule 1, tous les gros pilotes, ils sont tous dopés. Et moi, ma phrase, c'est le seul perdant, c'est celui qui abandonne. Donc pour moi, c'était exclu d'abandonner avant que je réussisse. Et à force de persévérance, cette carte est tombée. Donc j'ai obtenu ma carte professionnelle, c'était en juin 2021. Et je pense que c'était un des plus beaux moments de ma vie. J'ai choisi de faire cette compétition pour ma première compétition parce que c'est le New York Pro, parce que c'est prestigieux, mais aussi dans l'espoir de tomber contre ce mec qui, 10 ans en arrière, en fait, c'était un peu une personne que j'idolâtrais. C'est un physique que j'idolâtrais. Et quand la liste des compétiteurs est sortie 4 jours avant et que j'ai vu son nom, je me suis dit c'est incroyable. Il est coach sportif, entrepreneur et ancien athlète de haut niveau dans le bodybuilding. Comment est-il passé d'une blessure qui aurait pu le clouer dans un fauteuil roulant à une carrière de compétiteur international? Pourquoi a-t-il décidé d'arrêter sa carrière professionnelle après avoir atteint son meilleur physique? Comment construit-il aujourd'hui des athlètes à travers son coaching et sa vision du sport? Il nous dit tout dans cet épisode. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour les 3 instants signature. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Kenny. Hello. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. En plus, on est à Morges, dans une super salle de fitness. Donc, le décor parfait pour ton parcours. Mon monde. Ton univers, exactement. Alors, je ne vais pas te demander de te présenter, c'est moi qui vais le faire. D'accord. Ok. Et j'aime bien démarrer par une petite citation qui colle à mon invité. Et j'en ai trouvé une de Michael Jordan que je trouve te correspond assez bien. C'est le... Pour moi. Le sport n'est pas juste un entraînement pour le corps, c'est une école de vie. C'est parfait parce que pour moi, le sport m'a sauvé la vie. Donc c'est une citation qui me va à merveille. Parfait. Donc Kenny, ton parcours est une véritable démonstration de force et de résilience. Dès ton enfance, tu as dû lutter contre un torticolis congénital, un défi qui t'a poussé à traverser 7 années de rééducation intense, mais tu as aussi eu un accident à 17 ans, une blessure au dos qui a failli juste te clouer dans un fauteuil roulant. Mais au lieu de sombrer, tu as trouvé dans cette épreuve une motivation pour débuter la musculation et transformer ta vie et ton corps au passage. Tu t'es rapidement lancé dans une carrière de coach sportif et de compétiteur dans le bodybuilding, décrochant même le titre de champion suisse en men's physique en 2017. Bravo. Merci. Et en parallèle, donc tu as construit ton business de coaching en ligne et obtenu ta carte professionnelle, la consécration, en 2021. Et tu pars même aux US faire plusieurs compétitions. En 2023, tu atteins le meilleur de ton physique, mais toi, tu décides d'arrêter ta carrière justement en haut de cette forme. Donc tu vas nous expliquer pourquoi. Chers auditeurs, son parcours est une source d'inspiration. Cet épisode promet d'être aussi énergisant qu'inspirant. Kenny, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci beaucoup. Ta présentation est parfaite. Bravo. Donc toi, tu es né avec un torticolis congénital. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une déchirure des muscles qui partent de la nuque, pour mon cas, du côté gauche, jusqu'en bas du dos. En fait, ça crée un nodule au niveau de la nuque et ça touche aussi les nerfs. Donc ça s'est fait durant l'accouchement. Et par la suite, mes parents n'ont pas vu tout de suite, mais j'ai tellement pleuré longtemps qu'il se passait quelque chose. Et en fait, c'est difficile de conscientiser directement qu'il y a un problème sur l'enfant. Donc par la suite, j'ai pas exactement les détails de combien de temps exactement après que mes parents ont pris conscience qu'il y avait quelque chose. Et on voyait aussi au niveau de la nuque qu'il y avait un gros nodule et que ma tête était un peu penchée sur le côté. Wow. Donc après, ça c'est mes parents qui ont vécu cette partie-là. Alors moi j'étais en vie certes, mais à cet âge-là on se souvient de rien. C'est un peu en reparlant de plus en plus que je prends conscience de certains petits détails et aussi en parlant avec ma mère qui m'explique comment réellement ça s'est passé parce que j'ai un peu le gros du détail de mon histoire finalement.
Mais cette histoire-là, c'est plus mes parents qui ont dû le vivre à ma naissance et puis tout le long de la rééducation. Moi, j'ai très peu de souvenirs. J'ai des souvenirs marquants de certains moments de rééducation que je devais aller faire avec ma mère, parce qu'on a quand même eu beaucoup, où je me rappelle de la douleur que j'allais avoir. J'avais peur d'aller là-bas. Je savais que j'allais avoir mal. Après, ma mère a aussi bien joué le coup, parce qu'il y a plusieurs moments de rééducation qu'elle a fait passer dans le style de jeu. Par exemple, tous les enfants, quand ils apprennent à nager, on les amène à la natation pour apprendre à nager. Et moi, elle m'amenait à la natation en me disant que c'était pour aller apprendre à nager, mais en fait, j'allais faire de la rééducation. Et j'étais à l'écart des autres enfants et je faisais des exercices pour ma rééducation. Mais du coup, dans mon conscient, en fait, j'étais pas conscient que c'était pour la rééducation. Pour moi, j'allais nager. Donc, si tu veux, en étant enfant, adolescent, en fait, j'avais pas conscience du problème que j'avais. Donc, j'ai vécu un peu toute cette période où je conscientisais pas du tout le problème que j'avais de ma naissance. D'accord, ok. Donc, tu n'as pas spécialement de séquelles liées à tout ça grâce à toutes ces années de rééducation. On va dire que la rééducation a permis de ne pas me faire opérer. Parce qu'il y a une opération qu'on préconise. D'ailleurs, les médecins avaient demandé à ma mère si elle voulait que je me fasse opérer. Elle a demandé des avis différents. Il y a eu certaines personnes qui lui ont dit qu'avec les rééducations, on pouvait faire des miracles, si on peut dire ça comme ça. Donc, elle a plutôt choisi ce côté-là, que je pense, avec le temps, était la meilleure option. Et après, j'ai envie de te dire, tout dépend des personnes que tu as en face de toi, de comment ils vont réagir, de quel chemin ils vont prendre dans la vie. J'ai par exemple un cousin éloigné qui a eu le même problème à la naissance. À l'heure d'aujourd'hui, il est en chaise roulante. Et on a eu exactement la même chose. Donc, tout dépend des parcours de vie, et je pense des personnes, et encore une fois, de leur état d'esprit. C'est vraiment ce qui va faire le parcours de chacun. Et tu penses que cet événement t'a façonné d'une certaine manière? Avec le recul, je pense que ça m'a appris la souffrance et la douleur. Parce que des yeux de mes parents, je vis pas, par exemple, toutes les prépas que j'ai enchaînées. C'est quelque chose que pour eux, j'ai pas envie de dire subir, mais j'ai pu les faire en ayant déjà vécu ça par le passé, mais sans en avoir conscience. Et en fait, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est vivre dans la souffrance pour m'améliorer ou pour être de mieux en mieux. Et finalement, c'est un schéma que j'ai reproduit par la suite, mais inconsciemment. Et puis tu me disais que tu étais un peu un faux calme. Ouais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très calme. Je me renferme, moi, quand il y a quelque chose de dur ou quand je suis dans le mal, je vais plus me renfermer qu'être un nerveux. Par contre, je peux vite partir au quart de tour. Donc, vu que je sais comment je réagis, j'essaye au plus possible de me contrôler, mais c'est pas toujours facile. Ok. Et une des choses qui te canalisait un peu, c'est le foot, ta passion pour le foot, qui Le arrive sport, finalement. Ouais, assez jeune. Et donc ça, c'est le côté sportif. Mais tu avais aussi ce côté compétition, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais en termes de jeux vidéo, Ouais. tu as été pendant 4 ans numéro 1 au jeu FIFA. Exactement. Donc déjà très jeune, cet aspect de compétition, tu l'avais. Je pense que depuis tout petit, tous les sports auxquels je touchais, je devais gagner. On avait une table de ping-pong dans mon jardin et je jouais avec mon frère, mon père. Quand je perdais, c'était une crise que je faisais. Pour moi, je devais gagner. Qu'importe l'âge que j'avais, à 7 ans, je perdais contre mon père qui avait un bon niveau. Moi, je pétais un câble. Donc, on est tous des mauvais perdants dans la famille. Et à 17 ans, tu as eu une sacrée blessure au dos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, tout au long de ma carrière de footballeur, amateur évidemment, j'ai commencé le foot à 4 ans et jusqu'à mes 17 ans, avant cette blessure, j'avais déjà eu pas mal de petites blessures qui venaient de la nuque ou du dos. Et mes parents n'ont pas mis le doigt sur ce que j'ai vécu à la naissance. Donc je mettais pas, dans ma tête, je mettais pas toutes ces blessures là-dessus. Donc c'est un peu comme si j'avais une petite douleur au dos. Pour moi, c'était parce que j'avais eu un choc au foot. Du coup, je me reposais et je revenais. Mais je ne conscientisais pas que ça venait de ma naissance, cette fragilité que j'avais au niveau du dos. Alors que finalement, tout se reliait à ça. Mais vu que j'en ai pas pris conscience, finalement, je pense que ça a eu un rôle énorme dans ma tête.
pour revenir à chaque fois. Alors que je pense que si je mettais à chaque fois la faute sur le problème de naissance que j'avais eu, je pense que j'aurais même peut-être pu arrêter le sport par peur. Ah, ok, d'ailleurs. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est-à-dire que s'il y avait cette excuse, ce prétexte Exact. qui était utilisé à chaque fois que tu avais mal au dos, là, tu t'es plutôt dit, ok, c'est à moi de me muscler, c'est à moi de prendre le dessous. Alors, pas me muscler parce que personne m'a demandé de me muscler avant ça, parce que je pense que j'ai eu vraiment pas mal de douleurs au niveau du dos tout au long de mon adolescence. Et en fait, je me reposais 2-3 jours, ça passait, je retournais à l'entraînement. Je me posais pas ces questions. Et je me demandais pas de où ça venait. Pour moi, c'était un choc au foot. Comme tous les enfants, quand ils ont une petite blessure, on se repose et on revient. Mais je mettais pas du tout le problème là-dessus. Et c'est là peut-être où mentalement, peut-être que j'aurais pu avoir peur et du coup me dire j'arrête le foot si à chaque fois je suis blessé comme ça et qu'il y a un risque. Finalement, personne m'a conscientisé ce risque-là. Du coup, dans ma tête, il n'y avait pas de problème. Seulement à 17 ans, là, coup dur, Ouais. 6 mois alité. Ça, c'était un choc très violent que j'ai eu. Plus on monte dans les catégories d'âge, plus ça devient physique, les duels. Et là, j'ai eu un choc très violent en sautant en plus. Donc, j'ai sauté pour faire l'amorti de la poitrine. La personne derrière moi a voulu amortir la balle du genou. Du coup, j'ai reçu le genou en plein milieu de mon dos. Et en tombant, en fait, mon dos était tellement fragile que là, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai senti vraiment un blocage qui venait du dos jusqu'à dans la nuque. D'où le problème que j'ai de ma naissance où le dos est extrêmement plus fragile que n'importe qui d'autre. Je me souviens être sorti sous civière et vraiment j'étais paralysé. Je ne pouvais plus faire de mouvement de côté ni me lever. D'ailleurs, c'est ma mère qui s'occupait de moi pour venir me lever de mon lit le matin parce que je ne pouvais pas faire ce mouvement. Et là, ça a été très dur parce que du coup, 6 mois sans sport. Et à l'hôpital, on m'a dit une phrase qui est marquante, mais qui m'a pas plus marqué que ça moi-même. Mais en l'entendant, je peux comprendre que certaines personnes, ça peut les mettre en bas. On m'a dit que si je commençais pas à muscler mon dos en salle de sport, d'ici 2-3 semaines, j'allais finir en chaise roulante. Donc c'était vraiment une situation d'urgence. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne lance pas comme phrase à n'importe qui. Je trouve que c'est une phrase qui peut être très dangereuse, suivant la personne qu'on a en face de soi. C'est soit on sombre, soit tout à l'opposé, on casse tout sur notre passage. Et heureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Waouh, ok. Donc ouais. Et c'est fou. Et donc, tu as réussi. Et donc, c'est comme ça que tu es rentré dans le monde de la musculation? C'est là où tu as découvert cet univers du bodybuilding? J'avais aucune attirance par ce sport, parce que je ne connaissais pas ce sport. Là, j'ai mis les pieds dans une salle de fitness, justement avec ce but d'aller muscler mon dos. En reprenant le foot, j'avais plus le niveau d'avant, même si je parle d'un niveau complètement amateur. Mais pour moi, de jouer à un niveau qui était plus bas, qui était le mien avant cette blessure, c'était très dur pour moi. Esprit de compétiteur, mauvais perdant, c'était pas possible. Et je suis quelqu'un qui fait les choses à 400%. Je peux pas faire 50% un sport, 50% un autre pour m'amuser. Pour moi, c'est pas possible. Donc, j'ai mis 1 année avant de laisser complètement le foot et arrêter d'y jouer pour me mettre à 100% à la musculation. Ça m'a permis de faire une transition avec mes meilleurs amis qui n'étaient pas du tout dans mon équipe de base. Donc, j'ai pu transférer 1 année avec eux, me dire c'est ma dernière année, je kiffe, pour après me mettre à 100% en musculation, en salle de sport. Parce que j'arrive pas à faire les choses à moitié, donc aller en salle de sport juste pour muscler mon dos, c'était pas concevable. Et aussi, quand on commence en musculation, mine de rien, on n'a pas conscience tout de suite du physique qu'on a. Si, par exemple, là, dans mon cas, c'est pas moi qui ai décidé d'aller en salle de sport, on m'y a amené. Et c'était dans un but de me muscler le dos pour me protéger, donc pour être en santé. Donc, j'avais pas cette vision de moi-même où j'avais besoin de changer physiquement. Par contre, j'ai pris conscience de mon physique en étant en salle. Parce que en faisant les exercices, il y a des miroirs partout. Donc, on commence à se visualiser, on se compare aux autres personnes de la salle. Et là, je me suis dit, d'accord, en fait, je suis très grand, je suis très maigre et en plus, je suis très faible. Donc, c'est de là que tout a démarré. En courant de ton apprentissage, je
crois qu'il y a un événement assez marquant qui est arrivé à propos de tes... Ah, je te laisse raconter, de ta vision, oui. J'étais en apprentissage, du coup. Là, c'était un jour où j'avais les cours. Donc, un jour par semaine, j'avais des cours liés à mon apprentissage. Ce jour-là, j'étais en fond de classe. Je faisais un peu trop de bruit. Donc, le prof, que j'appréciais beaucoup d'ailleurs, m'a déplacé devant la classe pour me calmer et m'a demandé de lire au tableau. Aucun problème avec ça. J'étais pas du tout un élève qui était là pour foutre la merde, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour moi, j'allais lire le tableau, j'allais me calmer. Sauf qu'en lisant, j'avais beaucoup de peine à lire ce qui était écrit, alors que j'avais une très très bonne vision jusqu'à là. Le prof a cru que je me foutais de sa gueule, que je continuais à être turbulent, alors que je ne faisais vraiment pas exprès. Il m'a sorti. Donc j'ai eu des heures d'arrêt, je me suis fait renvoyer de la classe. Je suis rentré chez moi, j'ai expliqué ça à ma mère. On a pris directement rendez-vous à l'hôpital des aveugles à Lausanne pour aller faire un contrôle. Et c'est là où j'ai appris que j'avais une déformation des 2 cornets. Donc du coup, ce qui expliquait ce problème que j'avais à lire ce tableau. Mais ça arrive d'un coup, cette déformation? Alors, on peut pas me le dire. Pour moi, sur le moment, je ramenais ça justement aux jeux vidéo, parce que je jouais quand même pas mal. Pour moi, c'était l'œil qui était... Enfin, les écrans font du mal aux yeux. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Donc moi, je liais ça à ça. Eux me disent que c'était... que ça vient surtout soit génétique, personne n'a ça au niveau de ma famille, soit les personnes qui se frottent les yeux. Je ne me frotte pas les yeux. Donc, eux, ils restent sur ce point de vue. D'accord? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je peux pas te dire de où ça vient. J'avais 17 ans quand ça m'est arrivé. C'était pas dramatique sur le moment parce que je devais porter des lentilles. D'ailleurs, le premier jour où j'ai pu mettre des lentilles pour essayer, j'avais l'impression de redécouvrir la vie, de voir des détails sur les fleurs, parce que je suis allé à l'hôpital pour tester des lentilles et j'ai dû me promener dans la ville de Lausanne 1 heure pour que le produit fasse effet dans mes yeux. Et franchement, j'ai eu 1 heure de découverte, comme si je renaissais et j'avais une nouvelle vision. Je regardais les arbres, les feuilles et je voyais des détails, en fait, qu'avec le temps, j'avais complètement perdu et je n'en avais pas conscience. Donc là, c'était une renaissance au niveau visuel. Mais ça ne me posait pas problème au niveau de mon rythme et de mon mode de vie, parce que je pouvais porter ces lentilles pendant plus de 12 heures. Donc, rien ne changeait finalement à ma vie, j'avais juste des lentilles à mettre. Est-ce qu'à aujourd'hui, tu as des séquelles? Ça fait partie de ton quotidien ou bien c'est de l'histoire ancienne? Non, ça a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, je peux les porter que entre 6 et 8 heures par jour. Et je sens très vite la fatigue. C'est-à-dire que quand c'est plus l'été, du coup, il fait beaucoup plus chaud. Les lentilles sèchent plus vite. Donc, j'ai un port de lentilles qui est beaucoup moins long dans la journée. Donc, je dois tourner vraiment mes journées autour de la vision à 100% que je peux avoir. J'ai des lunettes qui me permettent d'avoir une vue à 5% de l'œil gauche et 15% de l'œil droite. Donc, ces lunettes, en fait, me servent à ne pas avoir de migraine. Parce que, en fait, sans lunettes et sans lentilles, ma vision est à 0% de l'œil gauche et à 5% de l'œil droite. Ça ne veut pas dire que je vois noir ou blanc, c'est qu'au niveau du flou, il est extrême. Quand je suis à l'hôpital et que j'ai pas d'aide au niveau de la vision sur les yeux, le carré qu'on met avec les lettres, quand on met une grosse lettre, moi je vois soit blanc, soit noir. Donc je vois tellement flou que j'arrive même pas à te dire la lettre que ça. Et donc du coup, tu dois calculer un peu dans ta journée les moments forts où tu as besoin de voir. Ouais. Waouh! Il y a tout qui est fait en fonction de ça. D'accord, donc au-delà de 8 heures, 6-8 heures, tu vois rien. Alors oui, je vois rien, je vois flou. Je me suis habitué à voir flou. Okay. Quand je suis chez moi avec mes lunettes, il n'y a pas de problème parce que je connais le chez moi par cœur. Il y a un gros problème au niveau de la distance, c'est-à-dire que je vais être maladroit avec certaines choses parce que je ne vois pas, comme une personne qui voit à 100%, la distance réelle. Mais maintenant, ça fait quasiment 10 ans que j'ai ça, donc j'ai l'habitude de vivre avec ça. Donc maintenant, je fais avec. Au début, c'était difficile, mais tout ce que j'ai eu, en fait, je me suis habitué à vivre avec et à continuer d'avancer parce que j'ai pas le choix finalement. Wow. Et donc, si on avance un petit peu, assez rapidement, tu te lances en tant que coach sportif et tu te mets aussi, parce que tu es quelqu'un qui vit les choses à 1000 à l'heure, dans la compétition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts?
Mes débuts en compétition, ils ont quand même pris du temps. J'ai mis 6 à 7 ans à me créer un physique parce que du coup, j'avais pas de complexe en commençant la musculation, mais j'ai commencé à en avoir un en débutant. C'est-à-dire en me voyant en salle, ça m'a créé ce complexe en me disant et en me faisant prendre conscience que j'étais très maigre pour le gabarit que j'avais, que j'étais très faible aussi. Donc mon but, c'était de me créer un physique. J'avais envie tout d'un coup de me mettre à fond dans ce sport et d'avoir un joli physique qui me plaise, donc bien musclé avec les abdos. Pas du tout au début l'objectif de faire de la compétition. J'en avais pas conscience qu'il y en avait. C'était pas aussi développé que ça à l'époque. C'était un cercle très fermé. Il n'y avait pas autant de catégories qu'aujourd'hui non plus. Je me rappelle que mes débuts, j'ai beaucoup fait aussi avec mon frère, Dylan, et on regardait sur YouTube. C'était aussi un peu le début des réseaux. Un peu des personnes aux États-Unis qui avaient des physiques qu'on aimait bien. C'était un peu des physiques goals qu'on se fixait. Et d'ailleurs, j'ai une grosse anecdote là-dessus, c'est que avec mon frère, moi, j'étais fan d'un mec qui était justement sur YouTube à ce moment-là, qui avait un physique. C'était mon but, ce physique-là. Et le but, juste pour qu'on ait une idée, c'est par rapport taille, poids. C'est pas forcément énorme, donc c'est pas un bodybuilder, mais c'est plus que la norme. D'accord. Et C'est bien taillé. ouais. Et C'est très sec, c'est des belles épaules galbées, des gros pecs, des beaux abdos. Et en fait, à ce moment-là où j'ai commencé à suivre cette personne, il y a la catégorie Men's Physique qui a commencé à naître. C'était aux alentours des 2012-2013. Et ce mec-là a fait, je crois, 3 années de suite, 2e à l'Olympia. L'Olympia qui est la plus grosse compétition au monde. Donc pour moi, c'était devenu un peu mon goal. Et l'envie des compétitions a commencé à naître à ce moment-là. Mais par contre, c'était pas un objectif en soi, parce que pour moi, j'étais très loin du physique pour commencer à concourir en compétition. Donc j'avais encore beaucoup de travail à faire. Et j'ai commencé ma première compétition, il me semble, après 6 ou 7 ans de musculation en salle. Et c'était vraiment la première compétition que j'ai faite, c'était pour me mesurer aux autres, sans aucune intention d'aller gagner ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai aussi une anecdote sur la première compétition que j'ai faite. En Suisse, il y a toujours 2 compétitions à la suite. C'est-à-dire qu'il y a la Coupe Suisse et 2 semaines après, il y a le championnat suisse. On est obligé de participer à la Coupe Suisse pour accéder au championnat suisse. Donc, c'est 2 compétitions que tous les athlètes font. Okay. Ça, c'était à l'époque parce que maintenant, ça a encore changé. Et du coup, quand j'ai participé à ma première compétition qui était la Coupe Suisse, pour arriver au final, on doit rentrer dans le top 6. J'ai fini 7e. Donc, j'ai pas accédé à ces finales. Et quand j'ai su le résultat, qu'on m'a donné ma médaille, qu'on m'a dit bon week-end, sincèrement, je me suis dit, putain, tout ça pour ça. Et je suis sorti, j'ai mis sur mon GPS McDo. Il était 22h30. Hein. J'ai marché, j'avais 15 minutes de marche. J'ai commencé à marcher en direction du McDo. Je me suis dit, j'arrête cette merde. Autant de souffrance pour rien du tout. Et en fait, en marchant, je me suis dit, il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines avant les championnats suisses. J'ai rien à perdre. Je m'arrache encore 2 semaines et je vais chercher ce top 6 pour rentrer en finale. Moi, je te propose, j'ai prévu un petit vrai ou faux pour un peu casser les préjugés, les mythes qu'on peut avoir effectivement dans le bodybuilding. Ok. T'es prêt? Allez. Alors, vrai ou faux, les muscles continuent de se développer même après l'entraînement? Oui, c'est vrai. Ok. Il faut obligatoirement soulever très lourd pour prendre du muscle? Vrai. D'accord. Ok. Ah bah tu vois, moi c'est pour ça que j'étais peut-être... Tu veux que je détaille ou juste... Ouais, j'avoue, là, ça me surprend. En fait, même les personnes, par exemple les femmes, qui veulent se tonifier, personne ne va se tonifier en soulevant des charges légères. Il faut aller casser des fibres pour que le muscle se tonifie ou prenne du galbe. Quand on parle de prendre du galbe, une femme, par exemple, qui va avoir une diète qui n'est pas haute, il faut qu'elle pousse lourd pour se tonifier. Elle ne va pas prendre du galbe si à côté, elle ne mange pas énormément. C'est ça qui va faire la différence avec des hommes qui veulent prendre du muscle. Les hommes qui veulent prendre du muscle doivent pousser lourd, mais manger énormément en quantité. Et c'est ça qui va faire grossir les muscles. Ok. Mais même les femmes, poussez lourd à la salle. Le bodybuilding, c'est un sport aussi mental que physique. Oui, complètement. Manger toutes les 3 heures booste la prise de muscle. Il y a débat là-dessus. On n'est pas obligé de manger toutes les 3 heures. De manger plusieurs fois par jour, ça va permettre surtout de manger beaucoup plus de quantité.
pour les personnes justement qui veulent prendre du muscle, comme les hommes qui ont un poids qui est plus haut que 100 kg, on sera obligé même de manger toutes les 2 heures pour vraiment faire plein de petits repas, avoir le temps de bien digérer et pouvoir encore remanger. Une personne qui veut avoir un joli physique, 4 repas par jour espacés de 4-5 heures, ça va très très bien. Ok. Le jeûne intermittent est un bon régime. C'est la pire chose à faire en termes de musculation. Ah waouh, ok. Ouais. Donc jamais sauter un repas ou en tout cas... Non, en fait, le jeûne intermittent sur les réseaux, il y a énormément de débats parce que pour moi, ces gens-là, ils font un peu partie d'une secte et il y a tout qui est aussi sorti de son contexte. Le jeûne intermittent n'est pas mauvais, il a beaucoup de bonnes vertus sur une courte période. Si on veut se construire un physique, le jeûne intermittent n'est pas du tout la bonne solution. Dans le cadre d'une construction d'un physique dans le bodybuilding, non. C'est la pire chose à faire. Ok. Boire un shake de protéines juste après l'entraînement est indispensable. Non, c'est un plus, mais c'est pas indispensable. Tous les bodybuilders sont dopés à un haut niveau. Alors, oui, et comme dans tous les sports, j'ai envie de dire. Par contre, maintenant, il existe des catégories naturelles dans le bodybuilding où, sincèrement, certains ont des physiques incroyables. Après, place au doute. Sont-ils vraiment naturels ou non? Moi, j'ai envie d'y croire. Mais c'est clair que le bodybuilding n'est pas un sport de naturel. Ouais. En fait, comme dans tous les sports, on aime l'extrême, on aime ce qui va au-delà du possible. Et le bodybuilding, le problème, c'est que le dopage, il est visible. Il est noté sur nous, donc il sera beaucoup plus critiqué dans le bodybuilding que dans n'importe quel autre sport. Mais je prends un sport au hasard, la Formule 1, tous les gros pilotes, ils sont tous dopés. Ah oui, ok. Donc toi, tu as dû franchir ce cap à un moment donné, de prendre des substances pour aider les muscles à se développer ou se régénérer et tout ça. En fait, ça va accélérer la récupération et ça va permettre de pousser le corps à un stade qui est beaucoup plus poussé qu'une personne naturelle. Donc, mais ça fait partie du jeu. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut être végétarien et bodybuilder? Oui, j'ai envie de dire, mais pour moi, on n'aura jamais la même qualité sur le physique que quelqu'un qui peut manger de tout. D'accord. En fait, pour moi, je pars du principe que tout est possible. Par contre, après, au niveau qualité sur scène, il y aura des grosses différences qui se verront à ce niveau-là. Donc tu serais presque capable de repérer un végétarien sur scène? Non. Ok. Par contre, non, alors pas dans ce niveau-là. Par contre, je doute qu'un végétarien puisse avoir la même qualité que quelqu'un qui mange de la viande. Ok. En termes de conditionnement physique, je mets un doute là-dessus. Ok. Je ne peux pas me positionner, mais pour moi, j'ai un doute. Boire de l'eau en musculation, c'est aussi important que l'alimentation. Complètement. Le muscle est rempli d'eau. Ça évite tout ce qui est crampes. Ça permet aussi de beaucoup plus récupérer. Ça permet une meilleure contraction. Donc, dans le bodybuilding, on calcule l'hydratation pour 1 litre par 20 kg de poids de corps. Et donc toi, tu bois combien de litres par jour? Moi, j'ai été habitué à être longtemps à 6 litres. Donc maintenant, même en étant plus à 120 kg, je suis toujours à 6 litres. Ah waouh, ah si, c'est énorme. En fait, c'est énorme, mais on prend vite l'habitude. Une fois qu'on met les choses en place, c'est comme l'alimentation. J'ai eu mangé 6-7 repas. C'est énorme pour une personne normale, mais au fur et à mesure, en fait, on augmente les repas. Là, on augmente l'hydratation. Et après, tout est une question d'habitude. La dernière, est-ce qu'il faut étirer ses muscles après chaque séance pour éviter les courbatures? Alors après, c'est déconseillé fortement parce qu'on a déjà cassé pas mal de fibres. Donc le fait d'étirer par-dessus ces fibres cassées, on a un risque de blessure. Par contre, d'étirer 1 jour ou 2 jours après le muscle qu'on a travaillé avant, bien sûr, c'est bénéfique. On peut faire des étirements avant un entraînement, mais très court, beaucoup moins long qu'une séance d'étirement qu'on pourrait faire à la normale. Allez, on attaque le jeu, c'est parti. Le principe est simple. Mon invité va piocher 5 cartes. Ce sont 5 questions qui commencent toutes par « la dernière fois que ». Il a bien sûr 3 jokers pour passer s'il veut éviter une question. Prêt? C'est parti! La dernière fois que j'ai eu un fou rire, j'en ai beaucoup des fous rires. On est parti à Europa Park pour l'anniversaire de Roméo, mon beau-fils, et je pense qu'on a eu un fou rire tout le week-end. Donc c'était il y a quelques jours. Ok, allez. Tac. La dernière fois que j'ai eu un moment gênant.
C'était aussi, durant ces quelques jours, un repas parc. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Je peux pas le dire. C'est trop gênant. C'était par rapport à une personne parce que je prends de la place dans les attractions. Et en fait, c'était une attraction à 2 personnes. Roméo a fait l'attraction avec Morgane et moi, j'ai fait l'attraction avec une autre personne. Et quand on a voulu me poser une question, bah, cette personne n'était pas loin de moi et je savais qu'elle parlait français. Donc j'étais très gêné et je ne pouvais pas répondre. Ok, d'accord. Très bien. Allez. La dernière fois que j'ai passé une journée incroyable. Bah écoute, c'était de nouveau à ce moment-là, c'était génial. Franchement, c'était une journée de déconnexion qu'on a eue avec Roméo pour son anniversaire. Elle nous a éclaté au niveau fatigue cette journée, mais ça fait du bien Ouais. de temps en temps. De l'adrénaline. Exactement. Comme ça, Ouais. Ok, très bien. Hop. La dernière fois que je me suis dit, il faut oser. Tous les jours. Compliqué comme question, ça. Moi, je pars du principe que si on n'ose pas, on fait rien dans la vie. Donc, moi, j'ose tout. Je suis quelqu'un qui me lance dans le vide quand je sens que c'est bon. Et bah avec Morgane, on a notre société de coaching où là, on optimise de plus en plus tout ce qu'on fait. Et on se dit tous les jours, il faut oser avancer et le faire. Donc, tous les jours. Ok, une jolie philosophie. Allez, la dernière. La dernière fois que je me suis dit, j'en peux plus. Hier soir au match de hockey, quand Lausanne a perdu en prolongation. Ah. Très bien. C'était l'Entracte, sponsorisé par infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que... Écoute, je te propose qu'on attaque l'année 2017 du titre de champion suisse que tu as obtenu. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Déjà, ça s'est passé que l'année d'avant, lors de mes premières scènes, en 2016, quand j'ai réussi à atteindre le top 6, donc j'ai pu rentrer en finale, j'avais mon père qui était présent, mon frère, mon meilleur ami, ma sœur. Et je me souviens que dans ma tête, je me suis dit, ok, là, je me suis comparé. Je me donne une année et si je reviens, c'est pour gagner. Moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit, je fais les choses pour gagner. Je m'en suis donné les moyens. Et le jour avant de partir à cette compétition, mon père n'a pas pu venir. J'étais allé seul avec mon meilleur ami. Par contre, en partant de la maison, j'ai regardé mon père et j'ai dit « Papa, demain, je gagne. » Et j'ai gagné. Wow. Ça, c'était la petite anecdote pour ça. Pour moi, c'était le début. Je pense que d'avoir atteint cette finale du top 6, ça me lançait là-dedans et j'ai tout mis en place pour réussir. Et j'ai tout optimisé autour du bodybuilding à ce moment-là. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres compétiteurs? On peut pas tellement dire ça parce que ça reste un sport subjectif où on est jugé par l'être humain. Les juges ont décidé que ce jour-là, c'était moi qui avais le meilleur physique. Donc, on m'a donné la victoire. Après, avec l'expérience de voir les athlètes sur scène, ça se joue à vraiment des petits détails que si on ne connaît pas ce sport, on ne peut pas dire qui c'est qui va gagner parce que, encore une fois, ça reste subjectif. C'est des physiques, chacun a des goûts différents. Après, dans chaque catégorie, il y a des critères, mais c'est une question que je ne peux pas te répondre. Et pour toi, c'est quoi le plus dur finalement quand tu fais une préparation pour une telle compétition? La fatigue sur le long terme. La fatigue d'enchaîner les entraînements, les cardio et d'avoir une diète qui devient de plus en plus restrictive au fur et à mesure qu'on approche de la compétition. C'est quelque chose qui est très dur à gérer et on en apprend beaucoup sur soi-même. Okay. Et au final, le mental rentre énormément en ligne de compte parce que tu dois en fait tout calculer dans ta journée parce qu'il y a le sommeil qui rentre en ligne de compte, évidemment l'alimentation, l'hydratation, la quantité de fonte, le calcul, j'imagine, de aujourd'hui j'ai fait tel muscle, demain je fais tel autre muscle. Ouais. Il faut une volonté de dingue pour réussir à arriver à ces niveaux-là. Tout est planifié, en fait, du début à la fin. Et quand on parle de préparation,
une préparation à une compétition, on dit entre 12 et 16 semaines, mais ça, c'est que la partie sèche. Quand on est en compétition, on est en préparation toute l'année. Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de jour de relâche. Même en hors-saison, quand on construit le muscle en mangeant plus, en étant en prise de masse, c'est 100% des aliments qui sont constructifs pour notre physique. On a des repas libres, mais les repas libres, à ce moment-là, ils ne sont pas forcément faits pour se faire plaisir. Ils sont là pour augmenter l'apport calorique. Donc vraiment, tout a un but précis. Et en fait, on n'a pas de jour de repos. C'est-à-dire que là, en tout, j'ai fait 7 ans de compétition et j'ai fait 7 ans à 400%. Waouh. Et donc, oui, parce que j'avais discuté avec Morgane, donc j'invite d'ailleurs nos éditeurs à aller écouter l'interview de Morgane. Elle parle pas de cheat meal, c'est vrai que moi j'ai toujours entendu ces termes-là, elle parle de repas libre. J'avoue, je trouve que c'est assez intéressant comme mécanique parce que c'est vrai que cheat meal, on se dit, allez, on va faire je sais pas, un McDo, moi je mange pas ça, mais, Ouais. mais voilà, on va se faire plaisir dans une notion de, allez, il n'y a pas de limite. Alors que le repas libre, il y a plus ce côté un peu plus contrôle. Cheat meal, en gros, ça veut dire repas de triche. Ouais. Après, on le voit comme on veut. Moi, j'en ai fait des cheat meals au McDo. Il faut quand même que ça reste un moment de plaisir, mais le but, c'est pas le plaisir. Quand on est compétiteur, le but, c'est vraiment un apport calorique. Après, quand on est dans un but d'avoir un plus joli physique, d'être de nouveau en santé, le repas libre, c'est clair qu'on va plutôt préconiser de manger un repas qui nous fait plaisir, mais pas forcément un fast-food, qui là est encore une fois mauvais pour la santé. J'aimerais qu'on parle aussi des échecs, parce que là, effectivement, tu as eu la consécration avec ce titre suisse, mais je sais qu'il y a eu aussi tes compétitions où malheureusement ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple et surtout les leçons que tu en as apprises? Il y en a plein d'exemples. Une fois que j'ai remporté ma compétition en Suisse, à ce moment-là, il y a eu une scission des fédérations. Et avant de remporter cette compétition en Suisse, on devait faire un top 3 dans notre pays pour pouvoir aller participer à l'international. C'est à l'international qu'on obtient une carte professionnelle. Donc, c'était une étape obligée à passer. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on peut directement aller à l'international, vu que c'est un monde de business. Une fois qu'on paye notre inscription, on peut y participer. Évidemment, si on n'a pas l'expérience nécessaire, les personnes qui sont à l'international, elles sont là pour passer professionnelles. Si on n'a pas le niveau, la différence, elle est énorme. Une fois que moi, j'ai eu cette victoire en Suisse, c'était une suite logique pour moi de passer à l'international. Donc l'année d'après, même s'il y a eu cette scission, pour moi, j'avais gagné en Suisse, donc j'étais légitime à aller tenter d'essayer de passer professionnel. C'est pas du tout un objectif en soi directement, parce qu'on a conscience quand même du niveau qui existe en international et des personnes contre qui on va tomber. Donc encore une fois, c'est une étape supérieure. Donc les premières compétitions, on va se comparer au niveau international, on va voir ce qu'il y a à changer et au fur et à mesure des compétitions des années, on essaie de s'améliorer et d'arriver au niveau qu'il faut. Je pense que j'ai mis 3 bonnes années, donc jusqu'en 2020, avant d'atteindre un niveau qui me permettait de rêver à la carte professionnelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai gagné 4 fois ma catégorie. Et il ne faut pas seulement gagner sa catégorie en international, parce qu'on est classé par taille. Donc moi, j'avais ma catégorie de taille à gagner. Et une fois qu'on gagne sa catégorie de taille, on rencontre tous les gagnants des autres catégories de chaque taille. Et là, le seul gagnant passe professionnel. Donc j'ai gagné 4 fois ma catégorie. Je suis arrivé à l'overall, on appelle ça l'overall. Et là, 4 fois de suite, je suis passé à côté de la carte qui me passait sous le nez. Et là, on se dit, mais pourquoi pas moi? Waouh! Et quand on va voir les juges et qu'on demande, on va toujours nous dire, continue, t'es pas loin. Sauf que continue, t'es pas loin, personne finance ça à notre place. Donc les voyages, les hôtels, les préparations au niveau en termes de repas, de temps, d'énergie, ça prend une énergie énorme en fait sur notre vie en général, parce que à côté, il faut quand même travailler. Donc en fait, pour moi, c'était un objectif final, une consécration que coûte, je devais atteindre. Et moi, ma phrase, c'est le seul perdant, c'est celui qui abandonne. Donc pour moi, c'était exclu d'abandonner avant que je réussisse. Et à force de persévérance, cette carte est tombée. Donc j'ai obtenu ma carte professionnelle, c'était en juin 2021. Et je pense que c'était un des plus beaux moments de ma vie.
Ça a été une consécration où quand j'ai entendu mon nom, qu'on m'annonçait comme quoi le numéro 70 ou 71, je me souviens plus, Kenny Privet, Switzerland, passe IFBB Pro, j'ai hurlé, et je pense que j'ai hurlé 10 ans de ma vie. J'ai relâché mes 10 ans de pression, 10 ans de travail, où tout tournait autour de ce moment-là. Et franchement, c'est indescriptible. Ce moment-là est indescriptible. Mais d'avoir cette carte, ça te permet d'accéder à quoi? En fait, dans le monde du bodybuilding, on n'est pas payé. On paye même notre carte professionnelle pour concourir avec les professionnels. Par contre, on te donne une image d'athlète professionnel, une certaine notoriété, où après, c'est à toi de faire le job derrière. Ok. Et ça te permet de concourir sur des compétitions prestigieuses où tu concours uniquement contre des professionnels. D'accord. Ok, waouh. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, avant l'obtention de cette carte, et d'une fameuse personne, une rencontre que tu as faite en 2019 avec Morgane. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur les réseaux, et via une story où elle m'a écrit et je l'ai taquiné par la suite. C'est parti de rien, finalement. Et on s'est vu un soir où je pense que c'est nos âmes qui se sont rencontrées ce soir-là. C'était une soirée qui était bien plus profonde que n'importe quelle autre rencontre. Et c'est quelque chose que je ne peux pas décrire aujourd'hui. Pour moi, c'est mon âme sœur, Morgane. Et je l'ai rencontrée à ce moment-là. Ok, donc une évidence quand vous êtes rencontrés, que ça allait être la femme de ta vie. C'est pas une question qu'on se pose. C'était une évidence pour moi de faire un bout de chemin avec elle et c'est parti naturellement en fait. Il n'y avait rien de calculé, il n'y avait rien de prévu et il n'y avait rien de voulu. Et elle avait déjà cette passion pour le bodybuilding à ce moment-là? Pas du tout. Ok. C'était l'opposé même. Morgane faisait du crossfit à ce moment-là. Elle venait de se blesser, donc elle pouvait plus pratiquer le crossfit. Du coup, elle m'a suivi pendant une année. Je l'ai amenée dans ce monde du bodybuilding qu'elle détestait. Elle se faisait chier aux entraînements. Et elle comprenait pas qu'il fallait isoler un muscle parce que le crossfit, on compare beaucoup le crossfit et le bodybuilding alors que c'est deux sports complètement différents. Le crossfit, le but, c'est de faire une performance le plus rapidement possible. On ne conscientise pas le travail d'un muscle isolé. Le bodybuilding, c'est que de l'isolation. Donc, ça a été très difficile pour elle le début. J'ai été très dur avec elle, mais parce que je ne conscientisais pas qu'une personne avec un physique comme elle avait ne pouvait pas connaître justement tout ça, alors qu'elle venait pas du tout de ce monde finalement. Mais elle a très vite appris. Ok. Et est-ce que tu te souviens d'une anecdote pendant cette année de préparation avec elle qui t'a un peu marqué? Il y en a plein. Par exemple, tu vois, en bodybuilding, dans ma catégorie, je dois faire un posing. Ouais. Et c'est quelque chose qui se travaille. C'est sincèrement très dur à travailler. Il faut répéter pour que ça devienne mécanique. Et à chaque fois que j'allais faire mon posing, elle se foutait de ma gueule en me disant « Tu vas faire ta danseuse ». Finalement, elle a mis les talons, elle a fait son posing aussi par la suite. Donc voilà, mais au début, ouais, je faisais ma danseuse pour elle. Ok. J'adore. Je crois que tu es même allé aux États-Unis pour faire des compétitions. Ouais. Et tu as justement rencontré quelqu'un que tu rêvais de rencontrer. Exactement, ça rebondit sur l'anecdote que je te parlais avant quand je regardais les vidéos YouTube avec mon frère. Cette personne-là, qui s'appelait Sadik Hadzovic, c'est un Américain. En passant pro, il y a une compétition que je rêvais de faire, c'était le New York Pro. Et cette personne-là vient de New York. On ne sait pas à l'avance qui va participer aux compétitions. On sait seulement 4-5 jours avant, donc c'était vraiment un coup de poker. Et de commencer par cette compétition, c'est une grosse compétition avec un gros niveau. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais fou, mais encore une fois, mon but, c'était pas un objectif d'aller là-bas pour gagner, je voulais aller pour me comparer. Parce que chaque étape, il faut faire une compétition pour se comparer au nouveau niveau qu'on accède. Là, j'accédais au niveau pro. J'ai choisi de faire cette compétition pour ma première compétition parce que c'est le New York Pro, parce que c'est prestigieux, mais aussi dans l'espoir de tomber contre ce mec qui, 10 ans en arrière, en fait, c'était un peu une personne que j'idolâtrais. C'est un physique que j'idolâtrais. Et quand la liste des compétiteurs est sortie 4 jours avant et que j'ai vu son nom, je me suis dit, c'est incroyable.
Si on m'avait dit ça 10 ans plus tôt, que dans 10 ans, continue à travailler, tu seras contre lui sur scène, mais jamais j'aurais cru. Et là, je concours contre lui. J'ai pu aller vers lui, discuter, lui raconter tout ça. C'était un moment franchement génial. Et ouais, ça, c'est une des plus grosses anecdotes que j'ai de mon parcours chez les pros. Mais t'as pu le battre ce jour-là? Non, j'ai pas pu le battre. Déjà, je suis content, j'ai pu rentrer dans le top 10 au New York Pro. On était une trentaine de compétiteurs. Donc, c'était déjà, sincèrement, c'était énorme de rentrer dans le top 10. J'ai fini 7e et lui a fini 3e. Ok. Donc, j'étais pas loin, mais non, je n'ai pas battu. Lui, c'est vraiment une grosse tête dans les men's physiques. Moi, j'aimerais qu'on discute en 2023. Tu es au top de ton physique et pourtant, tu décides d'arrêter ta carrière de professionnel. Pourquoi? En termes de santé, j'ai réussi à être lucide au bon moment. J'ai arrêté ma carrière à mon prime physique, mais pour moi, pousser plus loin le physique que j'avais à ce moment-là, c'était prendre des risques inconscients. Déjà que on passe par des produits dopants, on est conscient de ce que ça peut engendrer, donc on accepte ces règles du jeu, mais je pense que j'ai réussi à stopper au bon moment. Et cette année-là, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait 2 compétitions où j'ai sorti le plus beau physique de toute ma vie. J'ai pu d'ailleurs rentrer dans un top 5 avec des athlètes qui concouraient cette année-là dans le top 15 mondial. Donc c'était quand j'ai entendu mon nom et j'ai pu être comparé sur la même ligne qu'eux, pour moi c'était irréel. Sincèrement, c'était incroyable d'avoir atteint ce niveau-là. Et par la suite, moi je voulais stopper les compétitions en rentrant en Suisse. Et j'ai tellement fait une prestation qui était hors norme par rapport au niveau qu'il y avait, que mon coach, plus plusieurs autres grosses personnes dans ce monde du bodybuilding aux États-Unis m'ont écrit et m'ont dit lâche pas, t'es pas loin, t'as un potentiel énorme, continue. Alors là, j'étais déjà en désaccord parce que moi, je voulais arrêter, parce que je pensais déjà à ma santé. On m'a dit de continuer et quand on entend ça de la part de gros noms du bodybuilding, on se dit qu'on peut pas lâcher. On est à son meilleur niveau, on n'est peut-être pas loin. Donc j'ai repoussé de 6 mois. Donc j'ai continué à me préparer pendant 6 mois encore pour participer à 2 compétitions en Europe. Et je me suis dit que si je rentrais pas dans un top 3, je n'allais pas forcer. Ces 2 compétitions étaient les 2 compétitions de trop, car c'est les 2 seules compétitions de toute ma carrière où j'ai pas été classé. Donc je suis sorti du top 10 sur les 2 compétitions à la suite. Et sur une des 2 compétitions, j'étais en backstage, donc avant de rentrer sur scène, avec tous les athlètes pros. On est toujours une trentaine par compétition, ce qui est énorme parce que c'est que des athlètes professionnels, donc c'est des personnes qu'on voit sur Instagram avec des milliers de followers. C'est un peu tous des stars dans leur pays. Et là, en fait, je les regardais un par un. Et il y avait des personnes que je regardais déjà sur les réseaux en 2016-2017, alors que j'avais même pas commencé les compétitions, qui étaient déjà pros à ce moment-là. Et là, on était en 2023. Et ces personnes-là n'avaient toujours pas réussi à se qualifier pour l'Olympia, donc à faire des performances chez les pros. Et je me disais, j'ai pas envie de devenir comme eux, de continuer à m'acharner sur quelque chose que j'arrive pas. Et en fait, je pense que j'ai pris conscience à ce moment-là de la génétique que j'avais et que si je poussais plus loin la chose, j'allais prendre des gros risques au niveau de ma santé. Et j'ai su stopper au bon moment. C'était très dur parce que on arrête quand même une carrière alors qu'on est professionnel. Mais je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie que j'ai prises à ce moment-là. Et au niveau de ta santé, tu avais déjà des signes où tu te disais là, c'est pas bon? En rentrant des États-Unis, j'ai poussé mon physique vraiment très loin. Je suis monté à 110 kg sec sur scène. Donc j'avais vraiment un physique qui était hors norme. Et en rentrant des États-Unis, j'ai eu des gros problèmes de digestion. Personne n'a jamais su me dire ce que j'avais. J'ai été pendant 2 mois complets sous antibiotiques. Donc au niveau fatigue, parce que je devais continuer à me préparer, plus les antibiotiques, j'étais dans une fatigue vraiment extrême. Et c'est là justement où je me suis dit, si ces 2 compétitions, je ne rentre pas dans le top 3, je stoppe parce que je ne vais pas tenir plus longtemps. Donc oui, problème digestif dont à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas de quoi ça vient, de où ça vient et ce que j'ai exactement. Je suis supplémenté par des enzymes digestifs pour que ça aille bien. Là, ça va bien depuis 2 ans, mais j'ai quand même cette supplémentation que je suis obligé de prendre. Wow, ok. Et au niveau des muscles, est-ce que tu ressens une fatigue particulière ou dans les fibres,
cette capacité à dire ah là je sens je sais pas le muscle qui est peut-être pas aussi dense ou Oui. j'ai pas les bons termes mais est-ce que Alors j'ai tout arrêté, ce qui est Ok. produit depuis la dernière compétition. Et je voudrais qu'on discute pour la dernière partie de ton business de coaching en ligne. C'est quoi les grands défis de coacher en ligne? Les grands défis, c'est de ne pas avoir les personnes en face de soi. C'est pour ça qu'avec Morgane, on a créé une plateforme où les personnes qu'on suit ont accès. Et sur cette plateforme, on a créé plein de petits modules où justement on explique et on amène les gens droit à l'essentiel. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations, ce qui est bien, mais les gens se perdent dans la masse d'informations. C'est pour ça qu'on a créé ces modules pour vraiment éviter les personnes qu'on suit de partir dans tous les sens, de se poser plein de questions. Bien évidemment que dans la musculation, il n'y a pas une façon de faire, il y en a des milliers, c'est propre à chaque personne. Donc on donne vraiment tout ce qui est basique. On donne des petites astuces sur les entraînements, sur l'alimentation, sur l'organisation, par exemple préparer ses repas, comment gagner du temps. C'est des trucs tout simples, mais qui permettent aux personnes qui n'ont jamais fait de musculation, jamais mis les pieds en salle, de directement savoir le b.a.-ba et de commencer dans la bonne direction. Chose qu'à l'époque, quand on commençait, on était un peu perdu et on ne savait pas comment faire bien ou faire juste. Et en plus de ça, on a créé sur cette plateforme des vidéos où on explique les mouvements à faire sur toutes les machines et les réglages à faire. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire d'une transformation que tu as coachée? Il y en a plein. Euh, Une qui t'a particulièrement marqué? Il y en a plein aussi. Ma spécialité, c'est la perte de poids. Donc, si tu veux, toutes les grosses pertes de poids que j'ai pu faire, c'est ma spécialité parce que j'adore ça. Mais j'adore ça parce qu'en fait, je change la vie des personnes. Les personnes qui veulent faire des grosses pertes de poids, elles peuvent passer de 120 kg à 90-90 kg en pleine santé. Les retours que j'ai de ces personnes-là, c'est vraiment que j'ai changé leur vie, que par exemple, ils ont des regards féminins qu'ils n'ont jamais eu sur eux de toute leur vie. Donc ça leur fait bizarre. Et finalement, ils redémarrent une nouvelle vie avec un nouvel aspect physique en pleine santé. Et ça, c'est le plus beau des retours que j'ai. Donc c'est ce que je préfère faire. Après, j'ai aussi pas mal d'athlètes, ce qui me permet de garder un pied dans le monde de la compétition. Et c'est vrai que ça me passionne énormément. Parce que pour moi, j'ai montré la voie. J'ai montré que c'était possible. Alors maintenant, allez-y. Et il y a des athlètes dans des sports un peu improbables que tu coaches? Improbable, non. J'ai eu coaché des footballeurs et des boxeurs. D'accord. Ok. Surtout en termes d'alimentation. Boxeur, ça sera plus un type d'entraînement qui est beaucoup plus explosif. Footballeur aussi, du coup. Footballeur, c'est un mix entre explosivité, endurance et force. Ils ont besoin des trois. Donc, c'est très différent d'une personne qui a envie d'une transformation physique, mais c'est faisable. Et tu penses que le plus gros frein à une transformation des personnes que tu coaches, c'est quoi? D'être prêt à changer son mode de vie, c'est-à-dire son mode alimentaire et à démarrer une activité physique régulière et être constant dans le temps. Parce que en 3 mois, on peut changer complètement quelqu'un, mais il faut qu'il soit prêt à tenir plus que 3 mois. 3 mois, c'est le début. 3 mois, on a déjà un bon changement, mais le but, c'est de tenir sur le long terme. Est-ce que tu as dû faire face à des choix difficiles? Le fait de se lancer dans cette carrière de bodybuilding et le job que tu as à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sortes d'incompatibilités qui existent avec un quotidien de famille lambda? Le plus gros choix que j'ai eu fait dans ma vie, c'est de ne pas avoir d'enfant. Ok. J'en ai jamais voulu. Pour une simple raison, c'est que pour moi, ça aurait été égoïste d'avoir un enfant, alors que je suis quelqu'un qui me lance à 400% dans ce que je fais. Et aujourd'hui, j'apprends beaucoup. Avec Morgane, on a une petite chienne, un bulldog français, depuis maintenant bientôt 1 année. Et ça me permet de beaucoup apprendre de la vie, finalement, parce que je dois penser à quelqu'un d'autre que moi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à ma mère. D'ailleurs, elle a toujours cru que j'allais avoir un enfant, mais pour moi, c'était clair et net. C'était ma carrière avant tout. Et d'avoir un enfant, ça aurait été égoïste de ma part. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis une croix dessus très, très jeune.
Et en rencontrant Morgane, j'en ai eu 3 par procuration du coup. Ouais. Et en terminant ma carrière, j'ai décidé d'avoir un petit chien. Mhm. Alors qu'avant, c'était quelque chose d'exclu pour moi. D'ailleurs, quand j'ai eu ce petit chien, personne n'y croyait. Donc oui, ça m'aide beaucoup à voir la vie différemment. Sincèrement, depuis que j'ai mis fin à ma carrière sportive en tant qu'athlète, je dis à tout le monde que je redécouvre la vie. Je revis. J'ai l'impression que j'ai un peu cette liberté. Et ouais, je vis différemment depuis. Écoute, on touche à la fin de l'interview. Il reste les 3 instants signature. On va attaquer par la fameuse baguette magique. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer quelque chose dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur. Tu as un vœu et tu en fais quoi? C'est difficile. Moi, je changerais rien à la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Je regrette rien du parcours que j'ai eu. Tout ce qui m'est arrivé, j'ai appris à faire avec. Je me suis jamais arrêté. J'ai jamais rien abandonné. Et jusqu'à là, j'ai toujours réussi ce que je voulais. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Très bien. Je le donne à quelqu'un qui en a besoin. Très bien. Parfait, je récupère la baguette. On va attaquer le 2e instant avec la fameuse petite sonnette que je mets là. Donc c'est l'instant tac au tac. Une dizaine de questions. Il faut répondre rapidement. Ok. La première, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une citation que tu te répètes tous les jours? Une sorte de mantra? Les seuls perdants sont ceux qui abandonnent. Si tu devais décrire ton parcours en un seul mot, tu choisirais lequel? Réussite. Quel est ton exercice préféré à la salle? Le développé couché aux haltères pour les pecs. Est-ce que tu as un cheat meal, un repas libre que tu aimes bien? Burger ou pizza. Est-ce qu'il y a une musique que tu aimes particulièrement quand tu es dans tes répétitions? Ouais. J'écoute durant tous mes entraînements du hardstyle. Ah ouais, Mais uniquement aux entraînements. Je ne peux pas écouter du hardstyle en dehors de ça. le sport, plutôt le matin ou le soir? Je me suis habitué aux 2. J'ai commencé le soir et là, je m'entraîne plutôt en fin de matinée. Si tu avais à choisir un autre sport que le bodybuilding, dans l'absolu, tu aurais aimé faire quoi? Tu vas rigoler. Alors, quand j'étais plus jeune, évidemment le foot. J'ai toujours adoré le hockey aussi. J'ai jamais pu en faire pour cause de financement. Mais j'ai eu fait aussi du ping-pong. Et j'adore ça. Ok, j'avoue, j'adore aussi le ping-pong. Ça Ouais. surprend toujours, mais ok, très Ouais. bien. En quelques mots, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise? De jamais abandonner. Encore une fois, pour moi, il y a peu de personnes qui réussissent tout d'un coup. Les plus grands de ce monde ont échoué énormément de fois avant de réussir une fois et que leur vie ait changé. Donc, quand on se fixe un objectif, tant qu'on l'a pas atteint, on n'arrête pas. Ton plus gros échec? Aucun, parce que tous mes échecs m'ont mené à la réussite. Quelle a été ta plus belle rencontre? Je sais que Morgane a répondu elle-même. C'est une très belle réponse. Ouais. Mais moi, j'ai envie de dire Morgane. Parce que elle m'a permis de me découvrir sous plein d'angles différents. Est-ce que tu as eu un mentor au niveau du bodybuilding? Bien sûr, j'en ai eu 2. J'ai eu un premier qui était américain, qui s'appelait Chris Lewis, qui à l'époque, ça a été mon premier coach. C'était un des plus grands coachs de l'année où je l'ai eu. Et pour moi, c'était exclu d'avoir un autre coach que lui. Donc, j'ai pu travailler une année complète avec lui. J'ai appris énormément. C'était très dur, mais ça m'a beaucoup forgé. Et par la suite, j'ai travaillé avec un Italien qui s'appelait Romano, son nom de famille. Et pour moi, c'était mon ange. C'était une personne qui m'a amené ce qui me manquait pour passer professionnel. C'est quelqu'un pour moi, c'était instinctif. Je devais passer avec lui. J'avais aucune idée s'il allait me répondre parce qu'il avait beaucoup de followers sur les réseaux. Il était très pris à ce moment-là.
Et il m'a répondu 2 minutes après que je lui ai écrit, en me disant qu'il voyait très bien qui j'étais, qu'il m'avait vu sur plusieurs scènes et que c'était avec plaisir qu'il commençait à travailler avec moi. Donc j'ai changé à ce moment-là du coach américain à ce coach-là. Et 4 semaines plus tard, j'avais ma carte pro. Donc il a su cerner ce qui me manquait directement. Et qu'est-ce qui te manquait? La condition. La condition plus poussée sur la catégorie que je participais. Il me l'a amené en 4 semaines en changeant plein de petits détails. Et j'ai fait toute ma carrière chez les pros du coup par la suite avec lui avant de stopper. Donc ces 2 personnes sont mes 2 mentors, mais la personne qui m'a amené le plus loin, c'est Romano. Et du coup, la chose que tu répètes le plus à tes élèves, laisse-moi deviner, ne pas abandonner. Non, je le dis pas forcément. Ok. On répète beaucoup de beaucoup boire à Ouais. beaucoup de personnes, mais ayez confiance en vous. Si vous avez un rêve, mettez tout en place pour y aller et ayez confiance au processus. C'est vrai que je répète ça à beaucoup de personnes. Avoir confiance en ce que les personnes font et il faut être ancré dans ce qu'on fait aussi. Si on fait les choses pour les mauvaises raisons, ça ne marchera pas. Il faut vraiment faire les choses pour les bonnes raisons. Donc, comme on l'a évoqué, effectivement, j'ai fait l'interview de Morgane il y a quelques temps et je lui avais demandé qui elle verrait bien au micro de ce podcast. Elle m'avait répondu Kenny, évidemment. Donc, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et je lui avais demandé quelle question tu aurais aimé que je lui pose. Et donc, elle m'a dit, donc je te pose cette question, pourquoi moi? Si je peux répondre à cette question, c'est que c'est pas normal. Quand on aime quelqu'un, on ne sait pas pourquoi on l'aime. Donc je sais pas. Parce que c'est mon âme sœur. Très bien. Écoute Kenny, on a fini le deuxième instant, on attaque le dernier. C'est la dernière minute, c'est la fameuse minute inspirante. Je vais lancer un minuteur et tu as maximum 1 minute pour inspirer nos auditeurs. Et on attaque maintenant. Je pense que ça va être rapide. Il faut faire les choses qu'on a envie pour soi-même et pas penser à faire les choses pour d'autres personnes. C'est pas être égoïste de penser à soi-même parce qu'on peut donner du bonheur autour de nous si nous-mêmes on est bien avec nous, si on se sent en santé et si on se sent bien dans notre corps. Donc pensez à vous en premier. Merci beaucoup Kenny. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ton parcours. J'espère que ça va inspirer nos auditeurs. D'ailleurs, je les invite à nous commenter cette vidéo et ces audios et nous poser les questions qui émergent par rapport à ton parcours ou nous faire un retour de ce qui leur ont plu. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, merci à toi. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a plu. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous, ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.